C'était juste un papa qui galérait, marchant des kilomètres sous une pluie battante pour aller à un entretien d'embauche. Son meilleur costume était trempé et il avait le cœur lourd à l'idée de devoir subvenir aux besoins de son fils. Mais il ne savait pas que la femme qui s'était arrêtée pour le prendre en stop n'était pas juste une autre inconnue sympa. C'était la fille du milliardaire le plus reclus de la ville. Et ce simple geste de gentillesse allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Avant de commencer, clique sur le bouton « S'abonner » et laisse un commentaire. Où es-tu en train de regarder cette vidéo? La pluie ne tombait pas simplement. Elle était une présence physique, un rideau froid et lourd qui brouillait les contours du monde et transformait la ville en une aquarelle laissée sous la tempête. Liam Miller la sentait imprégner la fine laine de sa veste de costume, celle qu'il avait achetée en solde 5 ans auparavant pour une vie qui n'existait plus. Elle collait à ses épaules, telle une seconde peau de terre glaciale qui n'avait rien à voir avec le temps, mais tout à voir avec les 5 kilomètres qui le séparaient encore du gratte-ciel du centre-ville où l'attendait son avenir, ou plutôt son absence d'avenir. Chaque pas était un calcul silencieux. Le cuir usé de ses chaussures de ville, ciré ce matin-là jusqu'à briller d'un éclat terne, était déjà noirci par l'eau, et les semelles faisaient un bruit mouillé et spongieux sur le trottoir. Il essaya de marcher plus vite, mais le vent le repoussait, tel un tyran le bousculant vers la vie qu'il essayait désespérément de fuir. Sa voiture, une berline fatiguée qui avait rendu son dernier souffle 2 jours plus tôt dans un nuage de fumée et de défaite, était abandonnée dans le parking de son appartement. Le coût d'une dépanneuse, sans parler de la réparation, était tellement hors de sa portée qu'il avait l'impression d'être une blague. Son compte d'épargne, qui constituait autrefois une réserve respectable, avait été réduit à 2 chiffres après des mois de chômage, victime d'une réduction des effectifs qui lui avait volé sa carrière de dessinateur en architecture et l'avait laissé avec un portfolio de plans de bâtiments dans lesquels il n'avait même plus les moyens d'entrer. Il serrait sous son bras le portefeuille en cuir usé, le protégeant de son corps. À l'intérieur se trouvaient ses dessins, la dernière preuve qu'il était plus qu'un simple homme aux coudes rapiécés et aux économies réduites à néant. Il était un constructeur, un créateur. Il avait juste besoin qu'une personne le remarque à nouveau. L'entretien concernait un poste junior dans une entreprise qu'il aurait autrefois considéré comme un recul. Maintenant, c'était une bouée de sauvetage. Il pensait à son fils Léo, resté dans leur petit appart avec Madame Gable, la vieille dame d'à côté, qui le surveillait en échange de quelques billets froissés que Liam pouvait à peine se permettre. Il imaginait le visage de Léo, avec ses grands yeux confiants et son sourire qui, dans les meilleurs jours, pouvait encore faire croire à Liam en des choses comme l'espoir. Léo avait 7 ans. Il ne comprenait pas les budgets ni les avis de retard. Il savait juste que son père était son héros. L'homme qui pouvait construire de magnifiques villes avec des blocs en plastique et réparer n'importe quel jouet cassé d'une main sûre et avec un soupir patient. Liam ne pouvait pas laisser ce héros se noyer sous la pluie sur un trottoir oublié. Il redressa le dos, essuya l'eau de son visage avec une main engourdie et continua à marcher, la mâchoire serrée par la promesse qu'il avait faite ce matin-là à un enfant de 7 ans endormi. « Ne t'inquiète pas, mon grand. Papa va tout arranger. » C'était un mensonge, ou du moins une prière déguisée en mensonge, et son poids était plus lourd que la pluie elle-même. Une voiture ralentit à côté de lui, ses pneus sifflant dans l'eau. Il ne regarda pas, pensant qu'il s'agissait simplement d'un autre conducteur naviguant sur la rivière urbaine que la rue était devenue. Mais alors, une vitre s'abaissa et une voix calme et claire traversa le bruit. « On dirait que tu vas quelque part d'important. » Il finit par se retourner et, à travers le rideau de pluie, il la vit. Clara Kensington était assise au volant de la berline grise sans prétention, les mains posées légèrement sur le volant. La voiture était un choix délibéré, une location qu'elle avait choisie spécifiquement pour son anonymat. Elle n'avait pas de logo qui criait la richesse, pas de chrome poli qui attirait l'attention. Elle était de la couleur du ciel, un camouflage parfait pour une femme qui essayait de disparaître à la vue de tous. De son point de vue, la ville était un mélange de tons sourds et de mouvements précipités. Un monde dont elle faisait partie, mais auquel elle ne s'était jamais vraiment sentie connectée. Elle roulait sans but depuis 1 heure, le ronronnement discret du moteur remplaçant agréablement le bruit dans sa tête. Son téléphone, rangé dans la boîte à gants, était une grenade silencieuse remplie d'appels manqués du chef de cabinet de son père, d'emails marqués comme urgents envoyés par les membres du conseil d'administration et d'un agenda rempli d'obligations qu'elle n'avait aucune intention d'honorer.
Elle était censée être dans une salle de réunion au 47e étage, en train de siroter de l'eau filtrée et d'approuver d'un signe de tête une présentation sur l'expansion du marché. Au lieu de ça, elle était là, à regarder la pluie et à ressentir cette douleur familière et creuse d'être complètement seule dans un monde qui connaissait son nom, mais pas son âme. C'est alors qu'elle l'a vu. Ce n'était qu'un homme qui marchait, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui l'a poussé à ralentir la voiture. Ce n'était pas de la défaite, c'était de la défiance. Il marchait les épaules droites face au vent, la tête haute, un bras protecteur autour d'une mallette en cuir, comme si elle renfermait le reste de sa dignité. Son costume, bien que clairement trempé, était propre et repassé. Il n'était pas simplement surpris par la pluie. Il avait une mission, et la tempête n'était qu'un obstacle de plus. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait elle-même arboré, dans une version différente, dans les salles de réunion remplies d'hommes qui la voyaient comme un nom, un atout, un héritage à gérer. La détermination silencieuse et inébranlable de quelqu'un qui essaie de tenir bon, alors que tout conspire à le faire sombrer. Il ne regardait pas autour de lui, ne demandait pas d'aide, ne semblait même pas la remarquer. Il continuait simplement d'avancer, d'un pas déterminé après l'autre. Quelque chose bougea dans sa poitrine. C'était une impulsion, du genre de celles contre lesquelles son père l'avait toujours mise en garde, imprévisible, émotionnelle, inefficace. Il appelait ça une faiblesse. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda si ce n'était pas plutôt une force. Avant de pouvoir se raisonner, elle se rangea à côté de lui et baissa la vitre. « On dirait que vous allez quelque part d'important », dit-elle, d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Il s'arrêta, surpris, et se retourna. Pendant un instant, il baissa sa garde, et elle vit la fatigue brute dans ses yeux, les rides profondes d'inquiétude gravées autour de sa bouche. Il avait l'air d'un homme portant le poids du monde, et pour une raison inexplicable, elle voulut l'aider à le soulever, ne serait-ce que pour quelques pâtés de maison. Ce n'était qu'un homme sous la pluie, un inconnu, mais dans son visage fatigué et déterminé, elle vit une lueur de quelque chose de vrai, quelque chose qu'elle cherchait dans un monde fait de verre et d'acier. Et à ce moment-là, prendre une décision sans arrière-pensée et sans retour sur investissement lui sembla être la chose la plus libératrice qu'elle ait faite de toute l'année. Liam fixait la femme dans la voiture, son esprit ayant du mal à assimiler cette proposition. La pluie collait ses cheveux à son front et un filet d'eau froide coulait dans son dos. Mais pendant un instant, il ne le sentit pas. Il voyait juste son visage encadré par la vitre de la voiture, ses yeux calmes, son expression douce et l'absence de la pitié à laquelle il s'était tellement habitué. Dans cette ville, les gens ne s'arrêtaient pas pour des inconnus. Ils klaxonnaient, ils faisaient des embardées, ils te regardaient droit dans les yeux. « Ça va », dit-il machinalement, par réflexe de fierté, qui était sa seule armure depuis des mois. Il commença à s'éloigner, déterminé à poursuivre son pèlerinage sous la pluie. « Tu es aussi complètement trempé », répondit-elle, avec une pointe d'amusement dans la voix, qui n'était pas moqueuse, mais bienveillante. « Et à moins que vous ne cherchiez à faire une entrée spectaculaire, vous feriez mieux d'être au sec pour cette importante réunion. Allez, je ne mords pas. » Il hésita, tiraillé entre sa fierté et son sens pratique. Sa fierté lui disait de continuer à marcher, de ne pas accepter d'aide, de prouver qu'il pouvait s'en sortir tout seul. Mais son sens pratique, cette partie de lui qui savait que son fils l'attendait, que cet entretien était sa dernière chance, lui criait de monter dans la voiture. L'idée d'arriver dans le hall d'entrée étincelant et stérile de Sterling, avec son look de rat noyé, suffit à faire pencher la balance. Il prit une profonde inspiration, l'air froid lui brûlant les poumons, et acquiesça brièvement, à contre-cœur. « D'accord, » dit-il d'une voix rauque. « Merci. » Il contourna la voiture pour se diriger vers le côté passager, la porte s'ouvrant avec un clic doux et moderne, à 1000 lieues du grincement protestataire de sa propre voiture. L'intérieur était propre, minimaliste, et dégageait une légère odeur de cuir neuf et d'autres choses. Il ne parvenait pas à identifier cette odeur propre et subtile, comme celle d'un savon coûteux. Il s'enfonça dans le siège. La chaleur du chauffage de la voiture était un soulagement bienvenu pour sa peau glacée. Il posa soigneusement son portefeuille sur ses genoux, les jointures blanchies par la force avec laquelle il le serrait. « Je m'appelle Liam », dit-il en se tournant vers elle. « Clara », répondit-elle, croisant brièvement son regard avant de reporter son attention sur la route et de s'éloigner doucement du trottoir. « Où allez-vous, Liam ?» Il lui donna l'adresse, un nœud d'inquiétude se formant dans son estomac. Il se sentait exposé, vulnérable, assis là dans son costume humide, son deuxième meilleur costume, à côté d'une femme dont la voiture valait probablement plus que tout ce qu'il possédait. Il était un projet,
un chien errant qu'elle avait recueilli par gentillesse, et cette pensée irritait son estime de soi déjà fragile. Pour combler le silence, un silence qui lui semblait lourd de son propre sentiment d'inadéquation, il demanda « Qu'est-ce qui vous fait penser que je vais à une réunion ?» Elle lui jeta un coup d'œil, un petit sourire aux lèvres. Le costume, le portefeuille et l'expression de votre visage qui dit que vous êtes sur le point d'entrer dans la gueule du loup. J'ai déjà vu ça. Il ne savait pas comment répondre à ça, alors il se contenta d'acquiescer, le regard fixé sur le paysage urbain balayé par la pluie. Le trajet se déroula en silence pendant quelques pâtés de maison. Les seuls bruits étaient le balayage rythmique des essuie-glaces et le doux ronronnement du moteur. Il aurait dû être reconnaissant, et il l'était, mais sa gratitude était mêlée de honte. Il était un homme de 35 ans qui n'avait même pas les moyens de prendre un taxi et qui acceptait de se faire conduire par une inconnue. C'était l'antithèse du père compétent et stable qu'il voulait désespérément être pour Léo. Clara sentit son malaise. C'était palpable, une tension silencieuse qui remplissait l'espace entre eux. Elle reconnut la posture rigide d'un homme qui n'avait pas l'habitude d'accepter de l'aide, qui considérait la gentillesse comme une dette qu'il ne pouvait pas rembourser. Elle avait vu ça chez les premiers associés de son père, des hommes qui étaient partis de rien et qui avaient peur d'être considérés comme autre chose que des self-made men. Pour détendre l'atmosphère, elle garda un ton léger. « Alors, vous faites de l'architecture ?» demanda-t-elle en désignant le portfolio posé sur ses genoux. Il eut l'air surpris qu'elle ait deviné. « Oui », répondit-il en relâchant légèrement sa prise sur la mallette en cuir. « Dessinateur technique, principalement. Je conçois des choses. » C'était une simple déclaration, mais elle perçut la fierté qui se cachait derrière. L'écho d'une passion qui n'avait pas été éteinte par les difficultés auxquelles il était confronté. « J'ai toujours été fasciné par l'architecture, dit-elle, et c'était vrai. L'idée de créer un espace qui puisse faire ressentir aux gens un sentiment de sécurité, d'inspiration ou de calme. Cela ressemble à une sorte de magie. » Son expression s'adoucit. Pour la première fois, une lueur sincère brilla dans ses yeux. « C'est exactement ça, » dit-il d'une voix plus chaleureuse. « Il ne s'agit pas seulement de poutres et de structures de soutien. Il s'agit de la façon dont la lumière pénètre dans une pièce à 15 heures. Il s'agit du flux d'un espace à l'autre. Il s'agit de construire un endroit où une famille peut créer des souvenirs. » Il ne parlait pas seulement de bâtiments. Maintenant, elle le comprenait. Il parlait d'un foyer, de stabilité, de toutes ces choses auxquelles il s'accrochait clairement. « Mon fils Léo », a-t-il poursuivi, un doux sourire effleurant ses lèvres. C'est lui le vrai architecte. Vous devriez voir les tours qu'il construit. Il a un instinct pour l'équilibre. Il sait exactement où placer le bloc d'ancrage pour que tout ne s'écroule pas. Alors qu'il parlait de son fils, la tension dans ses épaules s'est relâchée. Il n'était plus Liam, le candidat à l'emploi en difficulté. Il était le père de Léo, un homme défini non pas par sa situation, mais par son amour. Clara écoutait, captivée non pas par l'histoire elle-même, mais par l'affection brute et sans réserve dans sa voix. C'était réel. Cet amour calme et féroce était le genre de fondement dont elle n'avait jamais entendu parler que dans les livres. Sa propre enfance avait été un modèle d'attente et de transaction, une série de manœuvres calculées destinées à la préparer à un avenir qu'elle n'avait jamais choisi. Dans son monde, l'amour était un handicap, une émotion qui brouillait le jugement. Mais en écoutant Liam, elle ressentit un pincement aigu et profond, non pas de la pitié, mais une envie profonde et douloureuse. Il avait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Ils arrivèrent trop tôt devant l'imposant bâtiment de verre. « Nous y sommes », dit-il, la tension revenant dans sa voix. Il tendit la main vers la poignée de la porte, puis s'arrêta et se tourna vers elle. « Clara, merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu aurais continué à marcher, dit-elle simplement. Va le chercher, Liam. » Il lui fit un petit signe de tête reconnaissant et sortit de la voiture, ajustant sa veste humide avant de disparaître dans les portes tournantes du bâtiment. Ce n'est qu'après avoir démarré que Clara remarqua l'objet posé sur le siège passager où il était assis. Un petit bout de papier plié était tombé de son portefeuille. Elle le ramassa. C'était un dessin d'enfant réalisé avec des crayons de cire aux couleurs vives. Un bonhomme filiforme avec un sourire en coin se tenait à côté d'un gratte-ciel imposant et bancal, tenant la main d'un bonhomme filiforme plus petit. En bas, écrit en lettres désordonnées et sincères, il y avait un seul mot : Papa. Elle tint le dessin dans sa main, ce simple bout de papier lui semblant plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, et elle sut avec une certitude qui la surprit que ce n'était pas la dernière fois qu'elle verrait Liam Miller. Le cœur de Liam battait à tout rompre dans sa poitrine lorsqu'il entra dans l'ascenseur.
L'odeur de la pluie et du désespoir s'accrochait à lui comme un fantôme. Il essaya de projeter une image de confiance, de se redresser et d'adopter la posture d'un homme qui avait sa place dans un endroit comme celui-ci, mais il se sentait comme un imposteur. L'entretien fut un mélange confus de questions polies et de réponses soigneusement préparées. Il leur présenta son portfolio d'une voix calme, expliquant les subtilités de la conception d'une bibliothèque durable, les lignes épurées d'un projet résidentiel. Il a parlé de sa passion pour la création d'espaces fonctionnels et esthétiques, mais son esprit ne cessait de revenir à la froide réalité de son compte en banque vide et de son fils qui l'attendait à la maison. Il avait le sentiment d'avoir bien réussi, ou du moins de ne pas avoir été trop mauvais. Ils avaient été impressionnés par son travail, leurs expressions indéchiffrables, mais pas dédaigneuses. Ils lui ont dit qu'ils le recontacteraient, les 3 mots les plus encourageants et les plus terrifiants de la langue anglaise. Il quitta le bâtiment avec un sentiment de vide, l'adrénaline de l'entretien s'estompant pour laisser place à une incertitude familière et lancinante. La pluie s'était transformée en une misérable bruine, et la longue marche jusqu'à chez lui s'annonçait difficile. Il serra sa veste autour de lui et se mit en route, l'esprit déjà occupé à élaborer des plans de secours, rappeler l'agence d'intérim, vendre les derniers bijoux de sa femme, une pensée qui lui nouait l'estomac de culpabilité. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il ne remarqua pas la berline grise garée en face de son immeuble avant d'être presque arrivé à la porte. Clara était appuyée contre le capot, un petit sourire plein d'espoir sur le visage. Il s'arrêta, son cerveau fatigué ayant du mal à comprendre. « Clara, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as laissé tomber ça ?» dit-elle en lui tendant le dessin au crayon plié. Il retint son souffle, il le prit, ses doigts effleurant les siens pendant une fraction de seconde. Le contact était léger, accidentel, mais il lui procura une vague de chaleur qui n'avait rien à voir avec le temps. « Léo » murmura-t-il en le dépliant et en regardant le dessin bancal de lui-même. Il a dû le glisser là pour porter chance. « J'ai pensé que c'était important », dit-elle, le regard doux. À ce moment-là, la porte de l'appartement s'ouvrit brusquement et Léo sortit en courant, le visage illuminé lorsqu'il vit son père. « Papa !» cria-t-il en se jetant dans les bras de Liam. Liam le serra fort dans ses bras, enfouissant son visage dans les cheveux de son fils, respirant l'odeur du beurre de cacahuète et de l'enfance. « Salut mon grand, tu m'as manqué. » Léo se dégagea de ses bras et aperçut Clara. Ses grands yeux curieux la scrutèrent de la tête aux pieds. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix directe, dépourvue de toute prétention adulte. Liam rougit. « Léo, voici Clara. Elle a été très gentille et a conduit ton papa ce matin. » Clara s'agenouilla à la hauteur de Léo, un sourire sincère aux lèvres. « Ravi de te rencontrer, Léo. Ton papa m'a parlé de tes superbes constructions. » Léo gonfla la poitrine de fierté. « J'en construis une nouvelle. Elle a un tunnel secret. J'adorerais la voir un jour, » dit-elle, les yeux brillants. Liam observait la scène, envahi par un étrange mélange de gratitude et de malaise. Il n'était pas habitué à ce que les gens soient aussi gentils, aussi présents. Il ne savait pas ce qu'elle voulait, et dans son monde, tout le monde voulait quelque chose. Mais en la regardant maintenant, agenouillée sur le trottoir mouillé pour parler à son fils de tunnel secret, il se surprit à souhaiter pour la première fois depuis longtemps qu'elle ne veuille rien du tout. L'interaction fut brève, ne durant que quelques minutes avant que Clara insiste pour partir. Liam resta sur le trottoir, tenant la petite main de Léo, et la regarda s'éloigner en voiture. Il ressentit une étrange pointe de déception lorsque sa voiture disparut au coin de la rue, un sentiment qu'il refoula rapidement. Il ne pouvait pas se permettre de ressentir de telles choses. Il avait un loyer à payer et un fils à nourrir. L'espoir était un luxe et il n'en avait plus. « Elle est gentille ?» dit Léo en le regardant. « C'est une de tes amies ? C'est juste une gentille dame, mon grand, » répondit Liam en ébouriffant ses cheveux alors qu'il rentrait à l'intérieur. L'appartement était petit. Le mobilier, une collection de meubles dépareillés qu'il avait acquis au fil des ans, mais il était propre et rempli des dessins de Léo, qui étaient collés sur toutes les surfaces disponibles. C'était un foyer construit sur l'amour, à défaut d'être sur des bases financières solides. Plus tard dans la soirée, après un dîner composé d'œufs brouillés et de pain grillé, Liam bordait Léo dans son lit, lorsque la voix de son fils, faible et endormi, s'éleva de sous les couvertures. « Papa, tu as tout arrangé aujourd'hui ?» La question le frappa comme un coup physique. Liam s'assit sur le bord du lit, dos à Léo, et fixa une fissure dans le plâtre du mur. Il voulait mentir, dire oui, envelopper son fils dans le réconfort d'un monde où les pères étaient des super-héros infaillibles. Mais il en avait tellement marre de mentir à Léo et à lui-même. « J'essaie, mon grand, »
dit-il d'une voix rauque. « J'essaie vraiment. » Léo resta silencieux pendant un moment. Puis, une petite main se tendit et tapota le dos de Liam. « Ça va aller, » murmura-t-il. « Tu es toujours le meilleur constructeur au monde. » Liam eut la gorge serrée. Il se retourna et serra son fils dans ses bras, s'accrochant à lui comme si Léo était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Et à ce moment-là, c'était le cas. Le lendemain, un email arriva. Il provenait de Sterling Wright. Il avait obtenu un deuxième entretien. Une vague de soulagement si puissante qu'elle le rendit étourdi le submergea. Ce n'était pas encore un emploi, mais c'était une chance. C'était une lueur d'espoir dans un long tunnel sombre. Il se surprit à penser à Clara, à la balade, à sa conviction qu'il allait le chercher. C'était une pensée idiote et superstitieuse, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait été un signe de chance, un ange temporaire dans une berline grise. Il ne connaissait pas son nom de famille, n'avait pas son numéro et ne la reverrait probablement jamais. Elle n'était qu'une note de bas de page dans son histoire. Mais en relisant l'email, un petit sourire inconnu se dessina sur ses lèvres. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir ne lui semblait plus être une porte fermée à clé. Il lui semblait qu'il commençait à s'entr'ouvrir. Clara quitta l'immeuble de Liam avec l'image de son visage, ce mélange complexe de fierté, de gratitude et de lassitude, gravé dans son esprit. Elle n'avait pas l'intention de revenir. Rendre le dessin n'était qu'un prétexte, un voile mince pour cacher une curiosité qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Elle voulait le revoir pour confirmer que la force tranquille qu'elle avait sentie en lui n'était pas juste une projection de sa propre solitude. Rencontrer son fils, Léo, n'avait fait que renforcer ce sentiment. Le garçon était une étincelle de vie brillante et sans filtre, et l'amour entre lui et son père était tangible, une bulle chaleureuse et protectrice dans un monde froid. Elle retourna à l'appartement minimaliste et haut de gamme qu'elle avait loué sous un pseudonyme, un endroit aussi propre et impersonnel qu'une suite d'hôtels. C'était son refuge, son petit coin d'anonymat, dans une ville où son vrai nom, Clara Kensington, était une marque. Kensington, comme dans Kensington Global, l'empire immobilier et de développement que son père avait bâti avec une précision impitoyable. Un nom qui ouvrait toutes les portes, sauf celles qui menaient à de véritables relations. Elle retira ses simples ballerines et marcha sur le parquet froid jusqu'à la baie vitrée qui donnait sur la ville. Les lumières commençaient à scintiller. Une mer de diamants s'étendait sur un tissu de velours. Elle trouvait ça magnifique autrefois. Maintenant, ça lui semblait juste triste. Sa vraie vie était une forteresse soigneusement construite, faite de réunions de conseils d'administration, de galas de charité et d'alliances stratégiques. Elle était douée pour ça. Elle savait comment sourire devant les caméras, comment mener une négociation, comment être la fille posée et intouchable d'un titan, mais ce jeu la vidait, lui rongeait l'âme jusqu'à ce qu'elle se sente comme un fantôme hantant sa propre vie. Liam Miller, avec son costume usé et son amour féroce pour son fils, était la personne la plus solide et la plus authentique qu'elle ait rencontrée depuis des années. Il n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit, il essayait juste de survivre. Ce soir-là, un appel arriva sur le téléphone jetable qu'elle gardait pour les urgences. C'était l'assistant de son père, un homme nommé Arthur, dont la voix était perpétuellement tendue, empreinte d'une anxiété polie et maîtrisée. « Mademoiselle Kensington, dit-il, votre père demande votre présence à la réunion trimestrielle demain. Il est impératif que vous y assistiez. » « Je ne suis pas disponible, Arthur, dit-elle d'une voix neutre. Avec tout le respect que je vous dois, madame, votre père a été très clair. Il m'a demandé de vous rappeler que votre congé sabbatique a assez duré et que les obligations familiales ne sont pas facultatives. Mon père, dit Clara en serrant le téléphone, confond obligation et propriété. Dites-lui que je le contacterai quand je serai prête. Elle raccrocha avant qu'il n'ait le temps de répondre, et le silence de l'appartement redevint plus assourdissant qu'auparavant. Elle appuya son front contre la vitre froide de la fenêtre et regarda les lumières de la ville. Elle avait fui une vie de cage dorée et d'attentes étouffantes pour se retrouver fascinée par un homme qui se battait pour tout ce qu'elle avait pris pour acquis. Un foyer, une famille, un but dans la vie. Elle voulait l'aider, mais elle savait que son aide, celle qui venait avec le nom de Kensington, était une arme à double tranchant. Elle pouvait résoudre ses problèmes, mais elle pouvait aussi détruire ce qu'elle admirait le plus chez lui, sa dignité inébranlable et inflexible. Le deuxième entretien se déroula dans une salle de conférence plus petite, avec moins de personnes et des questions plus intenses. Liam se sentait mieux préparé cette fois-ci, moins comme un homme en train de se noyer et plus comme un nageur trouvant son rythme. Il leur présenta ses compétences techniques, répondit aux questions sur la gestion du budget et les relations avec les clients,
avec une confiance qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il est reparti avec un optimisme prudent, un sentiment dangereux mais bienvenu. Le lendemain, il a reçu un email. Il avait obtenu le poste. Il a lu les mots 3 fois, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Le salaire n'était pas celui qu'il gagnait avant, mais c'était suffisant. C'était suffisant pour payer le loyer, les courses, une nouvelle transmission pour la voiture. C'était suffisant pour respirer. Il est allé chercher Léo chez Madame Gable et l'a soulevé dans les airs. « On va fêter ça ce soir, mon pote. Pizza, avec toutes les garnitures que tu veux. » Le cri de joie de Léo était le son le plus doux qu'il ait jamais entendu. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité, l'avenir n'était pas une menace. C'était une promesse. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis par terre dans leur salon, une grande pizza au pepperoni entre eux, Liam a ressenti un profond sentiment de paix l'envahir. Il avait réussi. Il les avait sauvés de la catastrophe. Alors que Léo s'endormait sur le canapé, repu de pizza et de bonheur, Liam alluma la petite télévision, ce qu'il faisait rarement. Il zappa d'une chaîne à l'autre et s'arrêta sur une chaîne d'information locale qui diffusait son journal du soir. C'est alors que son monde bascula. Le reportage portait sur un grand projet de développement du centre-ville, un nouveau gratte-ciel qui allait changer la silhouette de la ville. Le promoteur principal, un personnage notoirement reclus et puissant nommé Marcus Kensington, avait fait une rare déclaration publique. La caméra a balayé un groupe de cadres debout à ses côtés. Et là, juste derrière l'épaule de son père, se trouvait Clara. La voix du journaliste s'est estompée dans un grondement sourd aux oreilles de Liam. Et sa fille, Clara Kensington, qui est récemment revenue sur le devant de la scène après une longue absence, devrait jouer un rôle de premier plan dans le projet. Elle portait une robe bleu marine sur mesure, ses cheveux étaient tirés en arrière, en un élégant chignon. Elle semblait posée, puissante et complètement inaccessible. C'était la femme de la voiture, celle qu'il avait écouté parler de son fils, celle dont il avait attribué sa bonne fortune à la simple gentillesse, par superstition. Kensington. Ce nom résonnait dans son esprit. Kensington Global, l'un des groupes immobiliers les plus puissants du pays. Ils possédaient la moitié du centre-ville. Ils étaient impitoyables, connus pour racheter les petites entreprises et écraser la concurrence. Ils étaient tout ce qu'ils n'étaient pas. La pizza dans son estomac se transforma en plomb. La chaleur de sa petite victoire s'évapora, remplacée par une honte glaciale et rampante. Il n'était pas un inconnu qu'elle avait aidé. Il était un projet. Une petite curiosité ouvrière à observer pour la fille d'un milliardaire qui s'ennuyait. La gentillesse, les questions, le sourire doux. Tout cela n'avait-il été qu'une comédie, une scène d'une histoire qu'elle raconterait à ses amis dans son monde de penthouse et de privilèges? Il regarda son visage à l'écran, si serein et maîtrisé, et se sentit idiot. Il avait baissé sa garde, s'était permis un bref moment de connexion avec quelqu'un qui vivait dans un univers différent. Il regarda autour de lui, dans son petit appartement encombré, le canapé usé et la télévision d'occasion, et le fossé entre leurs mondes lui sembla infranchissable. Il était si fier de son nouveau boulot, de ce petit pas vers la stabilité. Mais que représentait son maigre salaire pour une femme qui dépensait probablement plus pour une paire de chaussures? Le sentiment d'être vu, qui lui avait fait tant de bien, lui donnait maintenant l'impression d'être examiné à la loupe. Il était un insecte, un spécimen de la classe ouvrière qu'elle avait découvert par hasard pendant son congé sabbatique. Il éteignit la télé, l'écran devint noir, mais son image resta gravée dans son esprit. Le sentiment d'espoir qu'il avait chéri pendant 2 jours se transforma en un ressentiment amer et familier. Le monde n'était pas juste, et il avait été naïf de penser, même un instant, qu'il pouvait l'être. Les jours suivants furent un étrange purgatoire pour Liam. Il commença son nouveau boulot, se plongeant dans les plans et les codes de construction. Le rythme familier du travail était un anesthésiant bienvenu pour le tumulte qui régnait dans son esprit. Il était doué dans son boulot, et le sentiment d'être à nouveau utile était un baume pour son ego meurtri. Mais chaque fois qu'il regardait par la fenêtre de son nouveau bureau, vers la ville tentaculaire en contrebas, il ressentait une nouvelle vague d'humiliation. Il voyait les logos de Kensington Global sur les chantiers, sur les façades des immeubles, sur les voitures noires élégantes qui transportaient l'élite de la ville. Son monde était partout, lui rappelant constamment à quel point le sien était petit. Il essayait de se convaincre que cela n'avait pas d'importance. Elle n'était qu'une brève rencontre fortuite, une personne qu'il ne reverrait jamais. Mais le souvenir de leur conversation, de son intérêt sincère, de la façon dont elle avait regardé Léo, le tourmentait. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Était-il possible qu'une personne avec autant de pouvoir soit aussi authentique? Il était en proie à ses pensées un après-midi lorsque son nouveau patron,
un homme aimable d'âge moyen nommé Frank, l'appela dans son bureau. Frank tenait une tablette, l'air inquiet. « Liam, dit-il, je ne sais pas comment te poser cette question, mais connais-tu Clara Kensington ?» Liam eut un pincement au cœur. « Je l'ai rencontrée une fois. Pourquoi ?» Frank retourna la tablette. C'était un site web de tabloïd, du genre de ceux qui diffusent des ragots et des photos paparazzi de mauvaise qualité. Le titre était sensationnel et spéculatif. La vie secrète de l'héritière milliardaire Clara Kensington. Est-ce son salut au col bleu? En dessous, il y avait une photo clairement prise, avec un téléobjectif, sur laquelle on voyait Liam et Clara debout sur le trottoir devant son appartement. Il tenait le dessin de Léo. Elle lui souriait. C'était le moment qu'il avait pris pour une véritable connexion, maintenant transformée en un spectacle public bon marché. « Quelqu'un a dû la suivre », dit Frank d'une voix douce. « C'est partout. Ils sont en train de monter toute cette histoire. L'héritière en fuite trouve l'amour auprès d'un père célibataire en difficulté. » Liam fixait l'écran, le visage brûlant d'un mélange de colère et de honte. Il avait l'impression d'avoir été mis à nu au milieu d'une rue bondée. Père célibataire en difficulté. Ils avaient fait une caricature de sa vie, un rôle dans son drame. Son téléphone vibra dans sa poche. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit. C'était d'elle. « Liam, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu ça. On peut en parler ?» Il ne répondit pas. Qu'y avait-il à dire? Il ne pouvait pas rivaliser avec ça. Il ne pouvait pas faire partie d'un monde où sa vie, celle de son fils, n'était qu'un sujet pour les gros titres. Sa dignité tranquille et dure était tout ce qui lui restait. Et il ne la laisserait pas être compromise. Il retourna à son bureau, l'article lui brûlant l'esprit. Il a pensé à Léo, à le protéger de ce cirque. Il devait mettre fin à tout ça. Il devait construire un mur si haut que son monde ne pourrait plus jamais toucher le leur. Ce soir-là, elle est venue à son appart. Il a vu sa voiture s'arrêter depuis sa fenêtre et son cœur s'est mis à battre à un rythme effréné et furieux. Il ne voulait pas la voir. Il ne voulait pas entendre les excuses qu'elle avait sûrement préparées. Mais Léo, qui l'avait vu lui aussi, courut vers la porte. « C'est Clara !» Liam l'intercepta, posant fermement sa main sur l'épaule de son fils. « Reste ici, Léo. » Il ouvrit la porte, sortit sur le palier et la referma fermement derrière lui, laissant son fils de l'autre côté. Elle se tenait là, paraissant plus petite qu'à la télévision, le visage pâle et les yeux écarquillés, avec une sincérité désespérée. « Liam, s'il te plaît, » commença-t-elle. « Laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» La voix de Liam était basse, tendue et dépourvue de toute la chaleur dont elle se souvenait. Ils se tenaient les bras croisés, telle une barricade humaine entre elle et la vie qu'il essayait si farouchement de protéger. « Explique que tout ça n'était qu'une histoire pour toi, une petite excursion pour voir comment vit l'autre moitié. »« Non, ce n'était pas ça, » dit-elle d'une voix suppliante. Elle fit un pas en avant, mais il ne bougea pas. « Je ne savais pas que quelqu'un prenait des photos. Je ne savais pas que ça tournerait comme ça. »« Comme ça ?» répéta-t-il dans un rire amer. « C'est ton monde, Clara, pas le mien. Dans mon monde, on ne finit pas à la une des magazines People. On essaie juste de payer notre loyer et d'assurer la sécurité de nos enfants. » Son visage se crispa légèrement. L'assurance qu'elle affichait habituellement comme une armure se fissura sous la force de sa colère. « J'essayais juste d'être moi-même pendant un moment, » murmura-t-elle, « loin du nom Kensington, loin des attentes. Quand je t'ai rencontré, tu n'as pas vu un gros titre. Tu as juste vu une personne. Et moi, dit-elle, la gorge serrée, je voulais juste être cette personne un peu plus longtemps. Et moi alors, rétorqua-t-il, la voix qui montait malgré ses efforts pour la garder calme. As-tu déjà pensé à ce qui se passerait si nos deux mondes se rencontraient? As-tu pensé à mon fils? Je ne veux pas qu'il grandisse comme une note de bas de page dans l'histoire d'un milliardaire. Ces mots étaient plus durs qu'il ne l'aurait voulu, mais ils étaient forgés dans le feu de sa peur. La peur d'être utilisé, la peur d'être blessé, la peur de laisser quelqu'un entrer dans sa vie pour qu'il ne laisse derrière lui qu'une traînée de destruction. Il avait déjà vécu ça, il ne le referait pas. « Je ne ferai jamais de mal à Léo, » dit-elle, les yeux remplis de larmes. Elle refusait de les laisser couler. « Je ne ferai jamais rien qui puisse vous nuire, à toi ou à lui. »« Tu l'as déjà fait, » dit-il, ces mots portant un coup fatal. Il regarda la douleur sincère dans ses yeux et, l'espace d'un instant, il ressentit un pincement de regret. Mais il le réprima rapidement avec la logique froide et dure de la survie. Il venait d'univers différents et il ne pouvait pas se permettre le prix d'entrer dans le sien. « Je pense que tu devrais partir, » dit-il d'une voix neutre et définitive. Il n'attendit pas de réponse. Il se retourna, rentra dans son appartement
et ferma la porte, le clic de la serrure résonnant dans le silence soudain et assourdissant. Il appuya son front contre le bois froid de la porte, écoutant ses pas s'éloigner lentement, suivi du doux bruit d'un moteur de voiture qui démarrait, puis s'estompait dans le lointain. Léo vint se placer à côté de lui, glissant sa petite main dans celle de Liam. « Clara est partie ?» demanda-t-il d'une petite voix. Liam acquiesça, incapable de parler. « Elle va revenir ?» Il ferma les yeux, le mur qu'il venait de construire autour de son cœur lui semblant moins une forteresse qu'une cage. « Non, mon grand, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Je ne pense pas. » Clara conduisait sans but précis, les lumières de la ville se brouillant à travers les larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Les mots de Liam résonnaient dans sa tête, chacun d'eux comme une pierre parfaitement lancée qui frappait la fragile maison de verre de la vie qu'elle avait essayé de construire. « C'est ton monde, Clara, pas le mien. » Il avait raison. Elle avait été naïve, voire égoïste, de penser qu'elle pouvait simplement sortir de sa vie comme si c'était un manteau qu'elle pouvait accrocher dans un placard. Le nom Kensington n'était pas juste une étiquette, c'était une force gravitationnelle qui attirait tout et tout le monde autour d'elle dans son orbite. Elle avait essayé de s'en échapper, mais tout ce qu'elle avait réussi à faire, c'était d'entraîner un homme innocent et son fils dans son sillage chaotique et destructeur. Elle s'était retrouvée à l'endroit même qu'elle avait évité, le penthouse de son père. C'était un espace stérile et tentaculaire avec des sols en marbre, des œuvres d'art minimalistes et une vue panoramique sur la ville qu'elle considérait désormais comme une cage. Son père était dans son bureau, un verre de quelque chose de sombre à la main, une tablette avec l'article incriminé affiché sur son écran, posé sur le bureau à côté de lui. Il n'a pas levé les yeux lorsqu'elle est entrée. « J'espère que tu as réglé cette situation », a-t-il demandé, d'une voix aussi froide et polie que le bureau en granit. « Il n'y a pas de situation », répondit-elle, la voix tremblante de rage, ce qu'elle lui montrait rarement. « Il y avait juste un homme gentil, dont j'ai peut-être ruiné la vie. » Marcus Kensington la regarda enfin, les yeux plissés. « La gentillesse est un luxe, Clara. La dignité est un atout. Tu sembles avoir oublié la différence. Cet homme, ton projet, c'est un handicap. Le conseil d'administration est inquiet. Notre marque repose sur la force et la stabilité, pas sur des caprices sentimentaux. Notre marque repose sur un mensonge, rétorqua-t-elle, les mots se bousculant dans sa bouche. On construit des maisons de luxe pour des familles qui ne sont jamais là, et on parle de communauté alors qu'on détruit des quartiers. On a bâti un empire de pièces vides, et j'en ai marre de vivre dans l'une d'elles. » Son père se leva, sa présence remplissant la pièce. « Tu es une Kensington. Tu agiras comme telle. Tu feras une déclaration. Prends tes distances avec cet homme et mets fin à cette rébellion stupide, sinon je le ferai moi-même. » Clara fixa l'homme qui lui avait tout appris sur les affaires et rien sur le cœur. À ce moment-là, quelque chose en elle se brisa, non pas d'une manière qui la détruisit, mais d'une manière qui la libéra enfin. « Non, » dit-elle d'une voix calme mais inflexible, « je ne le ferai pas. » Elle se retourna et sortit du bureau, puis de l'appartement terrasse, laissant son père debout dans le tombeau silencieux et opulent qu'il appelait sa maison. Elle ne savait pas où elle allait, mais pour la première fois, elle ne fuyait pas quelque chose. Elle courait vers quelque chose. Elle avait mis le bazar, un énorme gâchis déchirant. Mais alors qu'elle rentrait dans son petit appart anonyme, elle savait une chose avec certitude. Elle ne pouvait pas réparer les dégâts qu'elle avait causés à distance. Elle devait montrer à Liam, et non lui dire, qu'elle n'était pas la personne que son nom suggérait. Elle devait regagner la confiance qu'elle avait si imprudemment brisée, même s'il ne la laissait plus jamais entrer dans sa vie. Les jours qui suivirent la confrontation de Liam avec Clara furent lourds d'une tristesse silencieuse et tenace. Il se plongea dans son travail, se concentrant sur les lignes nettes et prévisibles de ses plans, un refuge bienvenu loin du fouillis imprévisible de ses émotions. Il était efficace, pro et complètement fermé. Frank, son boss, semblait comprendre, lui laissant de l'espace et ne mentionnant plus jamais l'article du tabloïd. À la maison, un nouveau silence s'était installé. Léo était plus calme, son bavardage habituel remplacé par une vigilance plus modérée. Il ne posait plus de questions sur Clara, mais Liam le surprenait souvent en train de regarder le dessin au crayon les représentant tous les deux, son petit doigt suivant le contour de la silhouette de Clara. C'était une accusation silencieuse qui blessait Liam plus profondément que n'importe quel mot de colère. Liam se disait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il avait protégé son fils, il avait préservé sa dignité. Mais cette victoire lui semblait vide de sens. Le mur qu'il avait construit pour la tenir à l'écart servait aussi à l'enfermer, et la solitude était une présence palpable et étouffante. Elle lui manquait.
Il lui manquait la façon simple dont elle lui parlait, la chaleur sincère de son sourire, la façon dont elle le regardait comme s'il était un homme de valeur et non un homme dans le besoin. Un soir, environ une semaine après l'avoir renvoyé, Liam travaillait tard, essayant de résoudre un problème de conception délicat. Il fixait un plan, les lignes se brouillant devant ses yeux fatigués, lorsqu'il remarqua un email dans sa boîte de réception. L'objet était anodin. Proposition d'action communautaire. Il faillit le supprimer, pensant qu'il s'agissait d'un spam, mais quelque chose le poussa à l'ouvrir. L'email provenait d'une petite association locale à but non lucratif, appelée Urban Garden Initiative. Il détaillait une proposition visant à transformer un terrain abandonné et oublié, situé à quelques pâtés de maison de son appartement, en jardin communautaire et aire de jeu. C'était un endroit devant lequel lui et Léo passaient tous les jours, un triste bout de trottoir fissuré et envahi par les mauvaises herbes. La proposition était ambitieuse, bien documentée et entièrement financée par un nouveau donateur anonyme. Il cherchait un consultant en architecture bénévole pour les aider avec la conception. Liam fixait l'écran, envahi par un sentiment étrange. Le terrain dont il parlait était exactement là où il avait imaginé construire un petit parc pour Léo, une petite oasis de verdure dans leur monde de béton. Il en avait même esquissé les plans dans un vieux cahier, un projet fantaisiste avec un toboggan en spirale et un bac à sable en forme de bateau. Cela semblait trop précis pour être une coïncidence. Il fit défiler l'email jusqu'en bas, à la recherche de la liste des membres du conseil d'administration de l'association. Les noms lui étaient inconnus, il s'agissait de leaders et d'activistes locaux. Mais il fit alors une recherche rapide sur l'Urban Garden Initiative elle-même. C'était une nouvelle organisation fondée il y a seulement un mois. Son financement principal provenait d'une seule source, la Fondation Nightingale. Il n'en avait jamais entendu parler. Il creusa davantage, cliquant sur les liens, son cœur commençant à battre à un rythme lent et régulier. La Fondation Nightingale était une fondation caritative privée, dont les archives étaient scellées et le bienfaiteur anonyme. Mais il trouva un petit article sur un blog philanthropique qui mentionnait sa création récente. Elle avait été fondée par une jeune héritière qui souhaitait rester à l'écart des regards du public. L'article ne la nommait pas, mais ce n'était pas nécessaire. Liam savait que c'était elle. Clara n'avait pas simplement disparu. Elle avait vu un problème, un groupe oublié, une communauté dans le besoin. Elle avait agi discrètement, efficacement et anonymement pour y remédier. Elle ne l'avait pas appelé, ne lui avait pas envoyé de fleurs, n'avait pas fait de gestes publics grandioses. Elle avait écouté. Elle s'était souvenue de sa passion pour la création d'espaces qui comptent. Et elle lui avait donné l'occasion de le faire sans aucune condition. Elle lui avait fait un cadeau, pas en argent, mais en lui donnant un but. Liam s'est adossé à sa chaise de bureau, le visage éclairé par la lueur de l'écran. La colère qu'il nourrissait depuis une semaine a commencé à se dissiper, remplacée par une vague d'émotions complexes et bouleversantes qu'il ne pouvait nommer. Elle ne l'avait pas utilisé comme sujet d'article. Elle l'avait vu, vraiment vu, et l'avait suffisamment respecté pour lui offrir non pas une aumône, mais un coup de main, et ce d'une manière qui préservait sa dignité. Le mur qu'il avait fièrement érigé autour de son cœur lui semblait soudain moins être une forteresse qu'une prison. Il s'était tellement concentré sur la protection de son cœur contre son univers qu'il n'avait pas su voir la qualité de son caractère. Il l'avait jugé sur son nom, exactement comme il l'avait accusé de le faire avec lui. Il relut la proposition, qui lui offrait la chance de construire quelque chose de vrai, quelque chose qui apporterait de la joie à son fils et à ses voisins. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu, mais c'était aussi un pont vers elle, et il n'était pas sûr d'avoir le courage de le traverser. Il pensa aux yeux tristes et silencieux de Léo. Il pensa à sa propre solitude étouffante. Il avait fermé la porte à la seule personne qui l'avait fait se sentir vu depuis des années, tout ça à cause de sa propre peur et de sa fierté. Ce soir-là, il rentra chez lui et trouva Léo assis à la table de la cuisine, fixant le dessin de lui et Clara. « Papa, » dit Léo d'une petite voix, « tu crois que les gens gentils peuvent quand même faire des erreurs ?» Liam s'assit à côté de son fils, la gorge serrée. « Oui, mon grand, » répondit-il, la voix rauque d'émotion. « Je pense que oui, et je pense que j'ai peut-être fait une grosse erreur. » Il sortit son téléphone, le pouce suspendu au-dessus du numéro qu'il n'avait jamais effacé. Il ne savait pas quoi dire, mais il savait qu'il devait dire quelque chose. Il devait abattre le mur, brique par brique, dans la douleur. Il devait essayer. Le téléphone sonna 4 fois, chaque sonnerie comme un coup de marteau sur les doutes de Liam. Il faillit raccrocher, son courage l'abandonnant lorsqu'elle finit par répondre. Sa voix était calme, hésitante, comme si elle était surprise de l'entendre. «
Liam Clara, dit-il, la voix tremblante. J'ai reçu un email à propos d'un jardin. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était soigneusement neutre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il pouvait entendre le mensonge, la construction soignée de son anonymat. Mais cette fois, ça ne ressemblait pas à une tromperie. Ça ressemblait à une protection de sa fierté. Clara, dit-il à nouveau, plus doucement cette fois. Arrête, je sais que c'était toi, la fondation Night and Dale. Le silence qui suivit était lourd, rempli de toutes les choses qu'il n'avait pas dites. Je ne voulais pas que tu te sentes, commença-t-elle. Comme un cas social, finit-il à sa place. Je sais, mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression que tu m'écoutais. Il l'entendit expirer, un souffle doux et tremblant. C'était le cas, murmura-t-elle. Je suis en train de regarder la proposition, dit-il, les yeux rivés sur le document affiché sur l'écran de son ordinateur portable. C'est un bon plan, ambitieux, ça va demander beaucoup de boulot. Je suis sûr que la bonne personne pourra s'en charger, répondit-elle, la voix toujours prudente. Ouais, dit-il, un lent sourire se dessinant sur son visage pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité. Mais je pense que la donatrice anonyme devrait probablement être présente à la première réunion de conception, tu sais, pour donner son avis. Il entendit un petit halètement. Liam, je ne sais pas si c'est une bonne idée. La presse. Je me fiche de la presse, dit-il, et il fut surpris de constater que c'était vrai. Ce qui m'importe, c'est de construire une aire de jeu pour mon fils. Et ce qui m'importe, c'est de parler à la personne qui a rendu cela possible. Alors, qu'en dis-tu, Kensington? Tu es partante? Il y eut un long moment de silence, puis il entendit un son qui lui avait manqué plus qu'il ne l'avait réalisé. Son rire, doux, un peu tremblotant, mais bien réel. « D'accord, Miller », dit-elle d'une voix chaleureuse qui traversa le téléphone et vint se loger dans sa poitrine. « Je suis partante. » La première réunion de conception n'eut pas lieu dans une salle de conférence. Elle se déroula autour d'une table de pique-nique poussiéreuse au milieu du terrain vague avec un thermos de café et 2 tasses dépareillées entre eux. La ville bourdonnait autour d'eux, mais dans leur petit cercle, le monde semblait calme, gérable. Ils parlèrent pendant des heures, pas de leur passé, pas des gros titres, mais de l'avenir. Ils parlèrent de structures d'escalade et de plantes indigènes, du drainage des bacs à sable et de l'emplacement idéal pour un banc où un parent fatigué pourrait regarder son enfant jouer. Il étala ses vieux croquis sur la table et elle les regarda non pas avec l'intérêt poli d'un bienfaiteur, mais avec l'œil avisé d'un constructeur, d'un partenaire. Elle vit des choses qu'il n'avait pas remarquées, suggéra des améliorations, son esprit vif et perspicace. Ils venaient de mondes différents, certes, mais dans cet espace, sur ce projet, ils parlaient la même langue. La langue de la création de quelque chose de bien, de durable, de réel. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le terrain, Liam la regarda, vit la lumière dorée qui se reflétait dans ses cheveux, la tache de saleté sur sa joue, le sourire sincère et naturel sur son visage, et il sut que le mur avait disparu et qu'à sa place, il commençait à poser de nouvelles fondations. Le projet devint leur pont. Au cours des semaines suivantes, Liam et Clara passèrent presque tout leur temps libre sur le terrain, qui commença lentement à se transformer grâce à leurs efforts combinés. Il apportait son expertise en architecture, ses connaissances pratiques en matière de construction et de matériaux. Elle apportait une efficacité discrète et redoutable, un talent pour la logistique et l'organisation communautaire qu'il trouvait à la fois intimidant et profondément attirant. Elle était une leader naturelle, mais elle dirigeait avec douceur, écoutant plus qu'elle ne parlait, donnant du pouvoir aux bénévoles du quartier qui avaient commencé à se présenter, attirés par l'énergie contagieuse du projet. La presse, pour la plupart, les laissait tranquilles. L'histoire de la révérence des cols bleus s'était estompée, remplacée par des scandales plus récents et plus brillants. Et Clara, grâce à une série de manœuvres astucieuses en coulisses que son père aurait admirées, avait clairement fait comprendre aux tabloïds les plus tenaces que l'initiative du jardin urbain était hors limite. Elle protégeait le projet, mais Liam savait qu'elle le protégeait aussi, lui et l'espace tranquille qu'ils étaient en train de construire entre eux. Léo était une présence constante et joyeuse sur le site. Il supervisait les bénévoles, distribuait des bouteilles d'eau et offrait des conseils de conception non sollicités, mais souvent étonnamment perspicaces. Il adorait Clara, la suivant partout comme une petite ombre dévouée. Il lui apportait des poignées de pierres intéressantes, lui montrait ses derniers dessins et lui expliquait la dynamique sociale complexe du terrain de jeu. Clara, quant à elle, le traitait avec une affection profonde et patiente. Elle écoutait ses longues histoires décousues avec une attention totale,
la tête penchée, le sourire sincère. Elle ne le voyait pas comme un accessoire de son père, mais comme une personne à part entière. Un samedi ensoleillé, alors qu'il peignait une fresque murale sur le mur arrière d'un bâtiment voisin, Liam s'est tenu en retrait et l'a observée. Elle riait, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, une traînée de peinture bleu vif sur le nez. Léo était à côté d'elle, occupé à remplir soigneusement un soleil jaune. Un groupe d'enfants du quartier se disputait gentiment pour savoir qui allait peindre la queue du dragon. À ce moment-là, la frontière entre leurs deux mondes semblait s'être complètement effacée. Elle n'était plus Clara Kensington, la milliardaire Aerys, et il n'était plus Liam Miller, le père célibataire en difficulté. Ils n'étaient plus que deux personnes couvertes de peinture, en train de créer quelque chose de beau avec leur fils. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'ils nettoyaient leur pinceau, elle se tourna vers lui, l'air sérieux. « Mon père veut te rencontrer, dit-elle. » La main de Liam s'immobilisa. « Pourquoi ? Je pense, dit-elle avec un petit sourire, qu'il veut voir qui a été assez courageux ou assez stupide pour pousser sa fille à lui désobéir. Et je pense qu'il est curieux de connaître l'homme qui la rend heureuse. » Liam regarda la confiance tranquille dans ses yeux et sut qu'il n'avait pas peur. Il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce, n'importe quelle fosse au lion, avec elle à ses côtés. « D'accord, dit-il. » La rencontre avec Marcus Kensington fut exactement aussi intimidante que Liam l'avait imaginé, et pas du tout comme il s'y attendait. Elle n'eut pas lieu dans une salle de réunion stérile, mais dans la bibliothèque calme et lambrissée du domaine des Kensington. Marcus était plus âgé qu'il ne le paraissait à la télévision. Sa présence imposante était adoucie par une fragilité visible. Il ne lui tendit pas la main, se contentant de lui faire signe de s'asseoir dans un fauteuil en cuir. Clara s'assit à côté de Liam, posant légèrement sa main sur la sienne, présence silencieuse et rassurante. La conversation fut guindée au début. Marcus interrogea Liam sur son parcours, son travail, ses projets d'avenir. Ses questions étaient pointues, analytiques, les questions d'un homme qui mesurait le monde en termes d'actifs et de passifs. Liam répondit honnêtement, sans excuse ni bravade. Il parla de son amour pour le design, de son engagement dans le projet de jardin communautaire et surtout de son dévouement envers son fils. Il n'a pas essayé d'impressionner le vieil homme, il lui a juste dit la vérité. Pendant qu'il parlait, il a vu quelque chose changer dans le regard sévère de Marcus. C'était comme une lueur de respect. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », a finalement dit Marcus d'une voix grave. « Je m'attendais à un profiteur ou à un idiot. Tu ne sembles être ni l'un ni l'autre. Je suis juste un homme qui aime ta fille », répondit simplement Liam. Clara lui serra la main. Marcus resta silencieux pendant un long moment, le regard perdu vers la fenêtre. « Elle est différente avec toi, dit-il, plus à lui-même qu'à Liam. Elle est plus légère. Elle n'a plus été comme ça depuis le décès de sa mère. » Il se retourna vers eux, le visage impassible. « J'ai passé ma vie à bâtir un empire pour la protéger, pour lui donner tout ce qu'elle voulait. Il semble que la seule chose dont elle avait besoin était quelque chose que je ne pouvais pas acheter. Ce n'était pas une excuse, pas tout à fait. Mais c'était un aveu, une fissure dans l'armure du vieil homme. » Alors qu'il partait, Marcus arrêta Liam à la porte. « Le jardin. » Il dit, « C'est un beau projet. Faites savoir à ma fondation si vous avez besoin de ressources supplémentaires. » C'était sa façon à lui de donner sa bénédiction. Sur le chemin du retour, Clara était silencieuse, la tête posée sur l'épaule de Liam. « Merci, murmura-t-elle. Pourquoi ? Pour ne pas avoir peur de lui et pour me voir, moi, et pas mon nom. » Liam sourit en tournant dans leur rue, les lumières familières de leur quartier les accueillant chez eux. « Je suis amoureux de Clara depuis le moment où elle a proposé de conduire un inconnu sous la pluie. » Il a dit que le jardin communautaire avait ouvert par une belle journée sans nuages au début de l'automne. Le terrain qui était autrefois un symbole de déclin urbain était désormais une explosion vibrante de couleurs et de vie. Les rires des enfants résonnaient dans la nouvelle ère de jeu. Les voisins discutaient autour des parcelles de tomates de fin de saison. Et l'odeur des hot-dogs grillés emplissait l'air. C'était une fête, la preuve de ce qu'une communauté pouvait construire quand on lui en donnait l'occasion. Liam se tenait près de la nouvelle fontaine, regardant Léo courir après un papillon à travers un parterre de soucis. Il sentit une main se glisser dans la sienne et se retourna pour voir Clara lui sourire, les yeux brillants. « On a réussi », dit-elle. « Non », la corrigea-t-il doucement. « Tu as réussi, tu as vu un besoin et tu y as répondu. J'ai juste ouvert une porte, » répondit-elle. « C'est toi et tout le quartier qui l'avait franchi et qui avait construit un foyer. » Une équipe de journalistes locaux était là, mais cette fois-ci, ils ne s'intéressaient pas au scandale.
Ils réalisaient un reportage sur la rénovation urbaine, sur le pouvoir de la communauté. Ils interviewèrent Liam au sujet de la conception, et il s'exprima avec une passion calme et confiante. Ils ont interviewé Clara sur le rôle de la Fondation Nightingale, et elle a gracieusement rejeté les honneurs, soulignant le travail des bénévoles. Ils formaient une équipe soudée et solide. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, ils se sont assis sur le banc conçu par Liam, celui qui offrait une vue imprenable sur tout le parc. Léo a couru vers eux, le visage barbouillé de chocolat, et leur a tendu à chacun un pissenlit. « Pour vous », dit-il, avant de repartir en courant. Clara regarda la petite fleur capricieuse dans sa main. « Tu sais, dit-elle, avant, je pensais que l'amour c'était des gestes grandioses, des moments dramatiques. » Elle regarda Liam, son amour pour lui, une chose tangible et rayonnante dans ses yeux. « Mais ce n'est pas ça, c'est ça. C'est construire un jardin, c'est être présent, c'est trouver un foyer dans les endroits les plus inattendus. » Liam se pencha et l'embrassa. Un baiser lent et doux qui avait le goût du soleil et des secondes chances. Il avait autrefois été un homme marchant seul sous la pluie. Et maintenant, il était là, dans un jardin qu'il avait lui-même conçu, avec la femme qu'il aimait et le fils qui était son univers. Il n'avait pas simplement réparé sa vie, il en avait construit une nouvelle, plus forte et plus belle qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer.